il y a deux textes qui vont être votés, c'est-à-dire que l'OMS avance sur deux voies parallèles pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ici, on a parlé du traité pandémie avec, dans la petite vidéo, mais en fait, il n'y a pas que le traité pandémie, il y a aussi la révision, il y a le règlement sanitaire international. Et à la limite, c'est presque plus important. Pourquoi ? Parce que le règlement sanitaire international est un instrument qui existe déjà depuis 2005. Et donc là, il suffira simplement de l'adapter, d'adopter des amendements, donc c'est plus facile que de mettre ensemble toute une série, évidemment, de gouvernements et de commencer à négocier sur toute une série de choses. Ces deux instruments représentent tous les deux, comme on l'a vu, véritablement un abandon de pouvoir généralisé des États envers l'OMS qui vise à instaurer une sorte de gouvernance mondiale par la santé, on va dire. Et ça paraît un peu fort comme expression, mais en réalité, même dans certains textes de l'Union européenne, dans les stratégies de l'Union européenne, on retrouve ces termes, une gouvernance mondiale. De plus en plus, Macron a parlé de gouvernance mondiale, il appelle à la gouvernance mondiale, etc. Et donc, la santé, c'est évidemment le truc, hein, on l'a vu, pour passer outre, on va dire, toutes les garanties constitutionnelles, les droits individuels, etc. Donc, pour que ce soit bien clair, au mois de mai, en principe, seront soumis au vote, d'une part, éventuellement, un nouveau traité, entre guillemets, pandémie, et la modification du règlement sanitaire international. C'est-à-dire que ces deux devraient, évidemment, ces deux instruments devraient se refléter, voire éventuellement se compléter. Donc, évidemment, le traité pandémie va beaucoup plus loin encore que ce qu'il y a dans le règlement sanitaire international. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus de traité pour le traité pandémie. On parle donc de WHO, c'est OMS, hein, CA+, Convention Agreement plus protocole, un accord cadre avec des protocoles. Là, on aurait un accord cadre, ça veut dire qu'on va transférer de l'argent et des compétences à certaines personnes dont les délégués pourraient éventuellement, chaque année, préciser les modalités, voilà, s'arranger au fond un peu à leur gré. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, pour le moment, donc, ce processus a été commencé, je l'avais mis sur les dias précédentes, mais la révision du règlement sanitaire international, l'idée a été lancée en 2018. D'accord ? Donc, maintenant, ils en parlent chaque fois depuis, et ils espèrent, ils veulent avoir le vote en 2024. Bien sûr, ils ont voulu accélérer le processus en 2022, notamment. Hein, ça a été, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu la variole du singe. Oui. Vous vous souvenez de la variole du singe ? Oui. C'est tombé juste pendant la semaine de l'Assemblée mondiale de la santé. Et c'est Tedros, le directeur de l'OMS, qui a décidé de son propre chef qu'il y avait un risque de pandémie de variole du singe, malgré l'avis négatif du reste du comité qu'il est obligé de consulter pour ça. Mais évidemment, ça les arrangeait. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire passer en accéléré, on va dire, une adoption des nouveaux amendements pour le règlement sanitaire international. Donc, moi, je vais vous parler plus des grandes lignes, des grandes idées, de ce qui se trouve dans ces deux instruments. Donc, un des objectifs, clairement, vous l'avez compris, c'est de tout rendre contraignant. Un deuxième est d'obliger vraiment les États à mettre les recommandations, plutôt les directives en œuvre, c'est-à-dire voire éventuellement à imposer des sanctions. Ce n'est pas encore très très clair lesquelles, mais c'est discuté. Renforcer le rôle très clairement à la fois du directeur de l'OMS, mais avec la création d'une sorte de petit organe de gouvernance. Hein, et bien sûr, renforcer les pouvoirs, les domaines de compétences et les ressources. Et puis, il y a l'adoption des passes sanitaires, ça c'est un leitmotiv dans les deux. C'est vraiment le truc auquel ils tiennent mordicus, et à mon avis, même si les deux échouent, ils vont quand même essayer de pousser les passes sanitaires. Donc voilà, pour l'instant, dans le règlement sanitaire international, l'article 3
précise que voilà, toutes les recommandations, etc., qui sont faites, doivent être faites dans le respect de la liberté humaine, des limites. Enfin, ça aussi, ça on a, oui, ça ils voulaient supprimer. Ce que l'OMS veut faire aussi, c'est créer et diriger et contrôler un réseau de laboratoires, c'est-à-dire un réseau de laboratoires mondial qui va partout surveiller, détecter, mon Dieu, il y a un virus là-bas, il y a une bactérie là-bas, donc une sorte de surveillance sur toute la planète, et de pouvoir à tout moment, justement, entre guillemets, tirer les manettes et en tirer les conséquences, pouvoir éventuellement, travaillant avec Big Pharma, tout de suite développer des vaccins ou d'autres produits, au cas où le dit nouveau virus, par exemple, inquiète. Et alors ça, c'est vraiment extraordinaire, la possibilité de déclarer un fake, parce que c'est quand même comme ça qu'ils l'appellent. Enfin, je veux dire, je trouve ça extraordinaire. Hein. En anglais, PHEIC, ça se prononce fake. Donc c'est Public Health Emergency of International Concern, ça c'est le nom officiel d'une pandémie. Donc ils peuvent éventuellement déclarer des fakes potentiels. Le principe d'une seule santé, ça il faut comprendre, le principe d'une seule santé, c'est le principe clé aujourd'hui des politiques de santé globale, à la fois de l'OMS, mais aussi du Forum économique mondial qui vient de démarrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la santé concerne tous les domaines d'existence, on va dire, toutes les activités humaines sur la planète et tout ce qui vit sur la planète. Donc, vous avez entendu parler des liens entre le climat et la santé. Maintenant, c'est la santé liée au climat. Là, je viens de publier c'est très intéressant, je viens de publier un article sur le fait qu'on a fait des recherches pour voir que dans les nuages, il y a des bactéries qui contiennent des gènes résistants aux antibiotiques. Comme par hasard. Voilà. Donc, mon Dieu, vous allez voir que une des grandes nouvelles thématiques, ça va être la résistance aux antimicrobiens. Hein, donc, entre guillemets, catastrophe, les antibiotiques ne marchent plus, ou on n'en a pas assez, il va donc falloir vacciner, et changer le climat, par exemple. Hein. Bon, après, il y a peut-être rechercher d'autres moyens de lutter contre les microbes, ça pourrait être intéressant, mais on n'en parle pas trop. Les personnes en situation de vulnérabilité, on en parle beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que ça va permettre de développer toute l'idée de scanner, faire les profils des gens et voir, voilà, en fait, mettre la main sur les données individuelles des personnes et déterminer que, monsieur, vous êtes par exemple, peut-être diabétique, eh bien, vous faites partie d'un groupe à risque, etc., pour qui on va décider des mesures ou d'un certain âge, ou pour qui on va peut-être imposer des mesures et pas pour d'autres. Et la couverture universelle, là on se disait, tiens, ça c'est une bonne mesure que tout le monde, en particulier dans un pays en voie de développement, puisse enfin avoir l'accès à des soins médicaux, mais c'est surtout aussi une question d'assurance. Donc c'est que tout le monde va devoir payer une assurance. Donc voilà, vous voyez bien, ici c'est l'interface au niveau de la nature, homme, animal, environnement. Hein, donc tout ce qui est vétérinaire, les oiseaux, les migrations, etc. On l'a vu avec les soi-disant pangolins, chauves-souris, etc. Mais aussi le changement climatique, le changement d'affectation des terres, très intéressant, la résistance aux antimicrobiens, la désertification. Donc on voit que c'est vraiment très très large. Je pense que dedans aussi on verra les flux migratoires, non seulement des animaux, mais aussi des hommes. Développement de réseaux de laboratoires, tout ça, on a déjà parlé. Par contre, analyse comportementale. Donc là, il y a aussi les comportements. Ils financent pas mal des études, y compris l'Union européenne, financent des études pour voir la réaction des gens par rapport aux mesures, aux vaccins, aux passes sanitaires, etc. Et comment pouvoir influencer leur comportement de manière à ce qu'ils adhèrent aux mesures.
promotion, éducation, formation permanente. Donc l'OMS veut vraiment, on va dire, s'ingérer dans tout, c'est-à-dire dans les politiques de santé, jusqu'à la formation médicale, la formation des aides-soignants, entre guillemets, l'éducation à la santé dans les écoles, etc. Ça peut aller très très loin, en tout cas c'est ce qu'ils visent. Il y a vraiment un objectif de gouvernance mondiale par la santé à travers toutes les agences onusiennes et qui va se faire notamment via l'Union européenne en essayant d'absorber, on va dire, les compétences nationales qui finalement vont devenir des exécutants des politiques qui sont votées, qui sont décidées plutôt, ne sont pas votées justement au forum à Davos et autre part. Voilà. Et alors le rôle, étonnamment, le rôle du directeur dans tout ça, du directeur de l'OMS, est vraiment renforcé de manière assez étonnante. Ouais. C'est un monsieur qui s'appelle Tedros Adhanom Ghebreyesus. J'ai écrit un article intéressant qui s'appelle « Le directeur de l'OMS est-il un terroriste ?» C'est un Éthiopien, c'est son deuxième mandat. C'est un Éthiopien qui a commencé sa carrière d'ailleurs dans un groupe terroriste qui s'appelle le Front de libération du peuple tigré. C'est étonnant, mais voilà. Voilà, il a eu un diplôme, je ne sais pas, en médecine vétérinaire, enfin, qu'on peut peut-être questionner. Il a été ministre de la Santé en Éthiopie. D'ailleurs, pendant ses mandats, il a négligé, omis de déclarer des épidémies de malaria, qui là pour le coup c'est quand même grave. Enfin, voilà. Il y a en ce moment, depuis un certain temps, des accusations au tribunal pénal international de génocide, parce que vous savez qu'en Éthiopie, il y a différentes ethnies, voilà, et notamment dans la manière dont il a promu certaines médecines, tout ce qui était pour le contrôle de la fertilité, etc., tout ce qui pouvait stériliser à certaines ethnies, mais par contre l'accès à l'eau, aux autres médicaments, etc., rien du tout. Et donc il y en a qui ont calculé que ça faisait quelques millions de différences au niveau de la natalité. Enfin, c'est un gros dossier. Il était ministère des Affaires étrangères aussi. Là, je pense qu'il y a eu il y a eu beaucoup de plaintes au niveau des violations des droits de l'homme, etc. Et puis, mais il a fait sa carrière aux États-Unis avec, je pense, ONU-SIDA, et puis auprès de la fondation Bill et Melinda Gates. Si vous allez sur le site du Forum de Davos, Forum économique mondial, vous verrez que c'est très très intéressant. En fait, ils ont des programmes pour tout. Pour tout ce qu'on peut gérer, tout ce que les êtres humains peuvent avoir envie de gérer sur la planète, ils ont des propositions, donc ils ont réfléchi à tout, que ce soit l'éducation, l'immigration, l'eau, les transports, la santé, tout, absolument tout. Et donc c'est intéressant, bon là, ici on ne le voit pas, mais ce sont des menus interactifs, et donc voilà, ici on peut voir à quoi est liée la santé globale. Ok, à ses principaux, donc ok, data collection et communication, une gouvernance, ouais, toujours le premier truc dans toutes les politiques de santé, la toute première mesure importante, c'est la gouvernance, c'est le leadership et la gouvernance, c'est pas la santé des gens. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Davos, Davos a été démarré, bon, comme tout le monde le sait, par Klaus Schwab. Là, depuis qu'il a parlé du grand reset, maintenant tout le monde s'intéresse à lui. C'est devenu le vilain James Bond, là. Il lui manque juste le chat. Mais en fait, ça a été démarré sous l'impulsion des Américains. Enfin, on fait semblant que c'est... Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Hein, bon, on dit que c'est l'idée de Klaus Schwab. Mais Klaus Schwab a été formé aux États-Unis, à Harvard. Et il y avait le séminaire d'Harvard, qui était déjà dirigé par Henry Kissinger. Et l'objectif du séminaire d'Harvard, parce qu'on sait aujourd'hui que c'était quand même pas mal financé par la CIA, le FBI, les frères musulmans, enfin beaucoup de choses étonnantes. Et un des objectifs, en fait, pour eux,
ça entre un peu dans cette politique des Américains qui est la Pax Americana, c'est-à-dire dans la suite du Club de Rome avec les idées malthusiennes où il n'y a pas assez de ressources, on est trop sur la terre, les Américains ont pris peur, ils se sont dit on n'a pas assez de ressources pour nous, donc il faut qu'on puisse mettre la main, les politiques expansionnistes, sur les autres pays. Et la meilleure façon de le faire, c'est évidemment de créer des conflits à droite et à gauche. On finance les uns, on finance les autres, on finance des musulmans, des partis extrêmes, etc. Et puis, une fois que c'est la guerre, on vend des armes dans les deux camps. Une fois que la guerre est terminée, c'est là où il faut installer quelqu'un. Ils vont installer quelqu'un au pouvoir qui, bien entendu, va être favorable au régime américain et qui va permettre qu'on signe des gros contrats avec les pétroliers. Mais je m'en fais de vous savez tout ça. Excusez-moi. Enfin, voilà, avec les pétroliers et mettre la main sur les minerais, etc. Donc voilà, mais c'est dans cette idée-là que, on va dire, le séminaire d'Harvard était déjà une première formation pour futurs dictateurs ou présidents des nouvelles démocraties. Et puis, ils se sont dit, on va faire la même chose en Europe. Et là, ils ont contacté Klaus Schwab, qui était allé faire ses classes chez Kissinger. Kissinger, il a dit, était son mentor. Eh bien, ils ont fait la même chose à Davos. Et il a commencé après, au début, ça s'appelait le Symposium européen, je crois, mais bon, avant que ça s'appelle le Forum économique mondial. Et donc, voilà. Et puis, petit à petit, ils ont lancé cette formation, les Young Global Leaders, où là, effectivement, il y a 4-5 ans, on va dire, d'endoctrinement, je ne sais pas, ou d'enseignement à toutes les politiques de Davos. Et il y a aussi, dans 400 ou 500 villes du monde, j'ai oublié le nom maintenant, ça ne me vient plus, mais c'est les pépinières, c'est le stade en dessous. Donc il y en a à Paris, à Bruxelles, etc. Et alors le contrôle de l'information, ça je pense qu'on va le voir à Davos d'ailleurs. Cette année à Davos, ils ne vont plus trop parler de santé et de climat, parce qu'ils voient bien que ça énerve un peu les gens. Enfin bon, ce sont mes suppositions, on va dire. Par contre, ils vont parler surtout du contrôle de l'information, l'infodémie, la censure, la lutte contre, etc., les fakes, voilà. Et je pense que ça les a... Et il y aura ça, il y aura, à mon avis, les cyberattaques, entre guillemets, c'est toujours pour pouvoir contrôler l'information, et puis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va devoir s'identifier, l'idée, c'est de supprimer l'anonymat sur Internet, de manière à justement pouvoir... si on contrôle, si une personne comme moi, on va dire, est blacklistée, que j'ai plus d'accès à Internet, ça va être facile de me faire taire. Voilà, il faudra que je vienne chez Katia, avec plaisir. Mais voilà. Et puis l'autre thème, là vous êtes sûrement au courant, à mon avis, ce sera l'intelligence artificielle. Voilà, on a... Mais donc voilà, on le voit ici, ils vont obliger, leur idée c'est d'obliger les États à déterminer la prévalence et les profils des informations fausses, donc vraiment aller dire, tiens, c'est un tel, voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment un souhait de forcer les États à le faire, ça se sent dans les textes. Donc évidemment, il y a vraiment un objectif de lever pas mal de milliards au niveau de l'OMS, et notamment parce que l'OMS veut aussi développer d'une propre infrastructure administrative dans différents pays. Ouais, je vais un peu accélérer. Donc augmenter les contributions annuelles, évidemment, augmenter les contributions privées. Alors j'ai vu un truc tout à fait amusant, ce serait de proposer, c'est une option, mais ce serait de proposer à certains pays dont la dette est trop élevée, en fait, de rembourser entre guillemets leur dette ou d'effacer leur dette en finançant voilà, ce projet. Le pass sanitaire, même si, et c'est possible, aucun des deux, on va dire au mois de mai, les deux échouent, le traité pandémie, il n'y a pas d'accord ni sur l'un ni sur l'autre, ils tiennent quand même à leur passe sanitaire. C'est la clé, évidemment, du contrôle à la chinoise.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après la fin du pass sanitaire, du certificat européen, là, de vaccination européen, il y a eu un accord entre la Commission européenne et l'OMS pour dire « Ah bah tiens, nous on va reprendre le système européen et on va en faire un pass sanitaire mondial ». Personne n'a demandé ça à l'OMS. C'est une initiative spontanée de l'OMS, qui pourtant au départ avait déclaré, ça c'est un peu ce qu'on appelle le jeu good cop, bad cop. De temps en temps on dit « Ah non, mon Dieu, non, non, c'est pas bien des passes sanitaires, c'est contre les droits des gens, des citoyens, ça va à l'encontre des libertés individuelles, etc. On va surtout pas faire des choses comme ça, puis tout le monde ne peut pas être vacciné. » Puis, au bout d'un moment, il dit « Finalement, c'était quand même très pratique, les gens le veulent, on va prendre les devants et on va travailler au développement d'un pass sanitaire international, ce qu'ils sont en train de faire avec les Allemands, la même firme. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est d'avoir aussi les données de santé de toute la planète. C'est un problème parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils travaillent de leur côté tout seuls, on va dire. Une fois que c'est mis en place, le problème, c'est que l'OMS met l'infrastructure en place. Voilà, ils investissent, ils font les contrats, ils développent les infrastructures, les trucs, les databases. Donc voilà, après, il n'y aura plus qu'à s'arranger avec d'autres agences onusiennes. Par exemple, l'OMS travaille avec l'IATA et les organismes de trafic aérien. Donc il est possible qu'en fait, ils mettent ça ensemble entre eux, sans nous demander notre avis. Voilà. Suivant. Visant à faciliter. Voilà. Et le problème, c'est que sur ces passes sanitaires, ce n'est pas juste les vaccins. C'est les vaccins, les tests, les certificats, les passenger locator forms, savoir où vous avez été, où vous allez. Mais aussi, il voudrait bien mettre dessus les autres données de santé, en fait toutes les données de santé des personnes. Et après, bien entendu, ça se construit en même temps que l'identité digitale, l'identité numérique européenne, la carte d'identité numérique européenne. Donc on aura sur la même carte la carte d'identité, toutes les données de santé, et évidemment, qu'est-ce qu'on prépare en ce moment aussi? Les CBDC, donc la monnaie numérique, ce n'est pas juste une monnaie électronique, c'est une monnaie à laquelle on peut aussi lier, qui peut être émise par la Banque Centrale Européenne, mais surtout qu'on peut programmer, c'est-à-dire monnaie de contrôle, c'est la monnaie de contrôle. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un système comme en Chine, et c'est ce qui est souhaité, c'est le système de contrôle à la chinoise. Je ne sais pas si ça va marcher, si on va l'accepter, mais voilà. De leur côté, ils testent. Donc voilà, Bill Gates, parlons-en. Donc comme j'ai dit, $1 investi, 20 € en retour. Le problème, c'est qu'il est partout. C'est-à-dire qu'il finance aussi Gavi, l'alliance publique qui finance aussi, qui fait la promotion des vaccins, qui développe les vaccins. Il finance le fonds CEPI, qui est le fonds de développement des vaccins pour les pandémies. Il finance la presse qui censure l'affaire. Donc par exemple, il y a Trusted News Initiative, c'est un consortium de presse, il y a la BBC, il y a l'AFP, il y a le Reuters, etc. Alors on se demande pourquoi on a tout le temps les mêmes, pratiquement les mêmes communiqués, les mêmes phrases à longueur de journée. On voit bien que l'info est la même partout et qui censure le reste. Eh ben, c'est parce qu'il y a un consortium qui se met d'accord pour contrôler l'information. On veut dire, ça, c'est l'information qu'on veut bien donner, ça, c'est celle qu'on censure. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tout reste secret jusqu'à l'Assemblée de mai. Normalement, selon l'article 55 du règlement sanitaire international, les textes doivent être proposés aux États membres 4 mois avant le vote. C'est quand même normal qu'on ait le temps d'y réfléchir. En principe, donc, la Commission a reçu les questions et s'est engagée à répondre, normalement dans les 15 jours, ça veut dire 2 février, ils peuvent rajouter 15 jours, ils vont sûrement le faire, 17 février. Donc 17 février, on devrait avoir une réponse à ces questions. Ou en tout cas une lettre.
Je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment, on voit, ça c'est un document qui est sur le site de l'Union européenne, je pense. Donc c'est texto, mot pour mot. Elle parle quand même, dans ses stratégies, d'avoir un nouvel ordre mondial en matière de santé, vous voyez, est en train d'émerger. Une gouvernance mondiale qui devra être centrée sur le système fort, réactif, multilatéral, avec au centre de la gouvernance mondiale une organisation mondiale de la santé forte. On voit que c'est vraiment c'est revendiqué aujourd'hui, quoi. Il faut faire attention que maintenant, on est aussi, depuis le 22 novembre, il y a un projet de révision des traités européens, puisqu'effectivement, tout ce dont on a dit, on se dit, oui, ok, mais enfin, sur base de la répartition des compétences actuelles entre les États membres et l'Union européenne, ça passe quand même qu'à moitié, quoi. Faut vraiment forcer, quoi. On a quand même encore une certaine constitution. Comme on disait tout à l'heure, normalement, la compétence santé est une compétence nationale des États membres, sauf quand on est dans ce cadre de l'article 168 des menaces transfrontalières. Et donc, c'est pour ça que, en ce moment, je pense, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une volonté de modifier les traités européens. Et dans les modifications qui ont été proposées, il y a vraiment un renforcement, tout n'est pas mauvais nécessairement dans ces propositions, en tout cas il y a un renforcement du rôle de l'Union européenne, et surtout pour la compétence santé. Mais il faut faire attention parce qu'à mon avis, grâce à ça, après ils pourront dire « Ah, de toute façon la santé c'est une compétence européenne », et maintenant l'Union européenne aura, entre guillemets, la légitimité pour négocier ce genre de trucs. Voilà, réaction au rejet, il y en a quelques-unes, mais vraiment pas assez. Donc le Premier ministre slovaque a dit qu'il refusait la signature des 2 traités, il a compris. Il y a des membres du Parlement estonien qui ont écrit, qui ont dit qu'ils n'en voulaient pas non plus. 1 ou 2 pays, l'Iran, la Nouvelle-Zélande, ont rejeté les amendements qui avaient été adoptés, là, ou pas, on n'en sait rien, entre la poire et le café en 2022. Et les Pays-Bas ont émis une réserve d'acceptation également. Ils n'ont pas osé dire qu'ils les rejetaient, mais c'est quand même ça. La Grande-Bretagne, je sais qu'il y a eu des débats quand même au Parlement. Une séance de 2 heures sur les questions de perte de souveraineté liées à l'OMS. Ça ne m'étonne pas des Anglais, c'est normal. Donc voilà. Et lors des premières tentatives de faire passer le RSI, c'est en fait l'Afrique qui a fait bloc. Vous savez, quand je vous ai dit le truc avec la variole du singe, eh ben c'est l'Afrique qui a bloqué le processus. Sinon, on était peut-être cuit. Voilà. Aux États-Unis, intéressant, quand le Congrès américain a dû proposer un vote sur le budget. Tout récemment. Ouais, c'était en septembre. Enfin, en septembre. Un vote sur le budget. Ils ont proposé de vraiment sortir des organisations internationales, et notamment de l'OMS. Donc, entre guillemets, pour ne pas perdre leur souveraineté. Voilà, donc une chose qu'on pourrait peut-être faire, nous, c'est de demander déjà transparence, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que la Belgique fait, quels sont ses amendements, est-ce qu'on a un moyen d'action avec ça, et puis faire des interpellations parlementaires, et puis tout ce qu'on peut faire d'autre. Je remercie BAM et l'enregistrement de cette conférence qui sera retransmise sur leurs médias. Je me permets de vous partager cette courte vidéo qui m'interpelle. Ce soir, je veux vous parler d'un nouveau péril pour nos libertés. C'est le futur traité international sur les pandémies négocié entre l'Organisation mondiale de la santé et les différents États du monde.